Bonjour. Notre sujet ce soir, c'est la culture de la pomme de terre à Péribonka. Ça va être divisé en 3 parties. Pour la première partie, je vous parlerai du début de la colonisation des terres à Péribonka, de la culture de la pomme de terre et son évolution à partir de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Par la suite, M. Martial Bolduc va vous partager son vécu dans un environnement de culture de pommes de terre ainsi que ses anecdotes. Aussi, il va vous parler du début de la mécanisation. À vrai dire, c'est notre compteur de la soirée. À partir de la troisième partie, c'est M. Daniel Simard. Il va vous parler de l'évolution du marché avec des chiffres sur les quantités, les variétés et aussi la commercialisation à grande échelle de la coopérative Patate-Lac-Saint-Jean. Bon, j'ai plusieurs feuilles, mais c'est écrit gros. On sait que la prospérité de Péribonka est due, entre autres, à la culture de pommes de terre. C'est vite un peu, en tout cas, pas grave. Mais le mot Péribonka en montagnais, ça signifie rivière creusée dans le sable. Vous savez tout. Comme la pomme de terre, elle pousse bien dans un loam sablonneux, ça commence bien. Moi, je vais partir de 1828. C'est loin, là, mais on n'a pas le choix pour expliquer un peu la culture. Il y a un arpenteur, M. Joseph Hamel. Il vient prendre des données sur la rivière Curieuse. La rivière Curieuse, c'est la rivière Péribonka. Il appelle ça de même. Demandez-moi pas pourquoi, je n'étais pas là. Selon lui, c'est la plus belle rivière et la plus propre à la colonisation, puisqu'elle offre un terrain planche et composé de terre grasse. Il avait estimé à 2000 terrains de 100 acres chacun, propres à l'agriculture. Moi, je pense qu'il avait trop fumé le calumet de la paix parce que la suite là, nous démontre que dans l'enthousiasme, dans l'euphorie du moment, il a surévalué la capacité agricole des lieux. Parce que lui, il avait fait toute la rivière Péribonka. Puis on sait qu'à partir de Sainte-Monique, là, c'est des roches, il y a du crin. Puis, un autre arpenteur. Là, on se rajeunit un peu. 1854. Pierre-Alexis Tremblay fait une expédition qui touche l'embouchure de la rivière Péribonka, soit la zone cultivable de la rivière entre le lac Saint-Jean et le lac Chitagama. Ça, c'est dans le coin de Notre-Dame-du-Rosaire. C'est plus haut. Lui, il constate que le premier secteur, il renferme des bandes de bonne terre. Le premier secteur, c'est le titre. Il renferme un certain intérêt pour la colonisation. Déjà, lui, il est plus réaliste un peu. Là, c'est les photos des battures. Le terrain de Péribonka, c'est sûr que les terres de Péribonka sont propices à l'agriculture. Aujourd'hui, on le sait. Mais bien avant qu'on arrive les premiers flots d'immigration à Péribonka, déjà, il y a des colons qui débarquaient, des colons qui étaient fraîchement débarqués à Roberval, parce que là, il n'y avait pas de chemin qui se rendait à Péribonka, là, ça traversait par l'eau. Là. Eux autres, là, ils tiraient déjà profit des nombreuses battures sur la rive nord du lac Saint-Jean. À chaque automne, juste avant que ne tombent les premières neiges, ils s'organisaient par petits groupes, ils prenaient des bateaux, puis après ça, ils s'armaient de faux et de javeliers. Un javelier, c'est comme un râteau en bois, là. Il y en a un au musée. Puis ils traversaient le lac Saint-Jean dans l'unique but d'exploiter les prairies naturelles qui n'appartenaient à personne à ce moment-là. Un écrit nous dit qu'en 1874, les récoltes réalisées à l'entrée de la rivière Péribonka avaient été fort généreuses. Ça veut dire qu'ils venaient dans ce coin-ci. Ça avait donné un rendement de plusieurs bottes de foin très propres au bétail. Mais malgré cela, là, les colons ils hésitaient à venir s'installer parce qu'il fallait qu'ils traversent. Le train arrêtait à Roberval. Puis il n'y avait pas de chemin. Un autre arpenteur, en 1887. Là, ça commence à avoir du bon sens. Georges B. du Tremblay. Il arpente le secteur. Mais le secteur qu'il arpente, là, c'est plus le secteur ici, aller à Sainte-Monique, par en arrière. Saint-Augustin, Sainte-Jeanne d'Arc. Ces terres-là. Péribonka, par en arrière. Il dit « Je suis heureux de pouvoir vous informer que ce domaine ainsi que la contrée qui l'entoure. » Alors, je voulais dire aussi que ça, c'est ça les battures, là, quand on parlait des battures tantôt. C'est ça qu'il venait faucher il faisait du foin là-dessus. Lui, il dit « Je suis heureux de pouvoir vous informer que ce domaine ainsi que la contrée qui l'entoure est un secteur est supérieur à tous les terrains arables. Et j'ai assuré, je
j'ai, à tous les terrains arabes que j'ai arpentés présentement. Bon, on va le voir. Je crois pouvoir assurer que le rapport de la richesse du sol et par son étendue, c'est une contrée merveilleuse, supérieure à tout le reste du lac Saint-Jean. C'est peut-être la contrée inhabitée la plus fertile, la plus avantageuse de notre province. C'est d'elle que le gouvernement peut attendre les plus beaux résultats pour le développement de la colonisation. Croyez-moi que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le curé Labelle, lui, il était dans le nord de Montréal. Ça fait que ça commençait à être plus tranquille, la colonisation dans ce coin-là. Fait que là, dans sa tête, il dit, il y a eu un plan, il dit, on va avoir des paroisses agricoles sur le nord du Piquagami. Fait qu'il connaissait un certain Édouard Niquette. Il le convainc d'aller visiter le lac Saint-Jean. Et OK. Ça, c'est le plan, c'est mon dernier, arpenté 1888. Oui, mais il avait arpenté plus haut que ça. Mais là, j'ai gardé celui-là parce que c'est lui qui nous concerne. Bon, il a réussi à convaincre un certain Édouard Niquette d'aller au lac Saint-Jean et d'évaluer les chances qu'il y avait de faire de l'agriculture dans ce coin-là. Mais Niquette, c'est un homme d'affaires, ça. Il possède, dans le canton de l'Est, à Drummondville, une scierie qui donnait de l'emploi à 35 coms. Fait que lui, il fait un premier voyage au lac Saint-Jean, mais il ne se rend pas à Péribonka. Mais vu qu'il sait bien que si on amène de colons, ils vont couper des arbres, puis lui, c'est une scierie qu'il va avoir. Ça fait que il se rend pareil à Roberval, puis il va enregistrer des lots. Il se rend avec ainsi que Charles-Eugène Gauthier, qui va. Lui Charles-Eugène, il enregistre le lot 10. Ça c'est des photos des lots à Charles-Eugène Gauthier. Puis, il enregistre le lot 10. Édouard Niquette, lui, il enregistre 12 lots. Il n'avait pas le doigt, hein, Becquerel. C'est bien trop. Mais là, il y avait un truc. Il en a donné à ses enfants. Il a enregistré des lots à ses enfants. Il en a enregistré à sa femme, sa belle-sœur, ses frères. Fait qu'il a réussi à en enregistrer 12. Mais lui, il avait... On ne sait pas. Non, je ne pense pas. Il n'avait aucune idée, lui, de la valeur agricole de ces lots-là. Son idée, c'était d'avoir du bois pour faire sa scierie. Bon, là, vous voyez une partie de la terre des Gauthier. Ici, puis il y a plusieurs descendants des Gauthier et Niquette qui exploitent encore aujourd'hui leur terre pour la pomme de terre. On voit même ici, là. On voit partout. Bon. Des écrits nous parlent de la pomme de terre à partir de 1901. Parce que la famille Touzin a bien s'établir à Péribonka. Elle loue une terre à Édouard Niquette pour planter des patates et semer des grains. Ça fait que c'était pas pour faire un jardin, là. Tu sais, quand tu loues une terre, tu en fais un petit peu plus grand qu'un jardin. Ben, au courant de ces années-là, ben, c'est difficile à faire venir du monde. Des colons, là, c'est pas facile. Parce qu'à Péribonka, là, ben, encore aujourd'hui, mettons, si tu brasses la terre, le moindrement, là, les moustiques, les maringouins, les mouches noires, les frappes à bord, puis tout ce que tu voudras, là, les bébites, là, t'en as de partir d'en bas aller jusqu'en haut. Mais en 1912, Louis Aymon, mettons, nous décrit très bien les difficultés d'être cultivateur à l'époque. Pour aider à faire venir des colons, parce qu'il y a des colons qui viennent, puis ils repartent, hein, ils trouvent ça dur, le climat, puis tout. Ça fait que pour aider à faire venir les colons, la Société de rapatriement et de colonisation est formée. Ça, c'est une société qui réunit les intéressés au développement de la région et qui vise à faire venir des colons. Elle fournit des conseils aux pionniers. Ça, vous voyez, c'est elle, la maison des colons. En avant, je ne sais pas, c'est qui le petit garçon, j'aimerais ça savoir. Ben, c'est une société qui réunit les intéressés. Elle fournit des conseils aux colons, puis elle ouvre 2 maisons des colons. Une à Roberval, puis une à Péribonka. On est chanceux d'avoir une maison de colons à Péribonka. Il n'y en avait rien que 2 au lac Saint-Jean. Dans ces maisons-là, ben, les colons ils sont hébergés, le temps de préparer leur terrain puis de construire leur maison, puis en plus, ils donnent des conseils. Mais cette société-là nous a emmené aussi des Français.
parce qu'elle possédait des bureaux en France et en Belgique. Fait que à ce moment-là, il arrive des Français, des Finlandais, des Belges, ils arrivent chez nous. Ça, c'est le quai de Périboncourt vers les années 1900. Il y avait juste... c'est les bateaux débarquaient les marchandises là, puis après ça, il les envoyait sur les cultivateurs. Puis de l'autre côté, qui était la Pointe-Taillon, puis après ça, du côté de Beauvert. Bon, les gens qui arrivent de Belgique, ces Européens-là, eux autres, ils arrivent avec de l'argent. Ils ont les moyens, puis ils ont l'expertise. Parce qu'ils sont avancés un peu beaucoup sur nous autres. Parmi ces Français-là, en 1905, il y a un monsieur Paul-Auguste Normand. Lui, il vient au Québec pour le climat, puis c'est bon pour sa santé. Il achète 9 lots dans le secteur de la Pointe-Taillon, aujourd'hui l'île Bouliane. Il les achète comme ça, mais il échange. Il investit 30 000 $. Dans ce temps-là, en 1905, c'était quelque chose. Pour construire une ferme modèle. Durant la construction, il y a 30 employés qui sont embauchés. Puis ça, là, vous pouvez voir les plans de la grange à l'époque, c'était assez impressionnant. Elle avait 150 pieds, en tout cas, j'ai lu que c'était grand, là. Il y avait une grange, il y avait tout ce qu'il faut, c'était vraiment une ferme modèle. Ça a influencé la culture de pommes de terre sur la Pointe-Taillon, partout aussi, de ce côté-ci, de l'autre bord, puis de l'autre bord aussi. Partout alentour de ce qui appartenait à Périboncourt. En 1902, c'est un autre Français. Là, c'est Brouet, Custom et compagnie. Lui, il crée une société agroforestière. Mais les Français ont vraiment eu une bonne influence pour l'avancement de Périboncourt. Pour la pomme de terre, en tout cas, moi, je trouve que oui. Il achète 2 lots à Périboncourt. Il fait venir les frères de Saint-François-Régis, qui, eux autres, ils s'installent définitivement. Ils occupent 14 lots pour y opérer un orphelinat agricole en 1907. Ça, c'est gros, les affaires, là, parce qu'ils apprennent aux orphelins l'agriculture. Ils sont spécialisés. Ils faisaient déjà ça en Europe, ça fait qu'ils sont emmenés ici, puis ils ont continué à faire ça. Puis à leur sortie de l'orphelinat, ils prennent des jeunes qui ont... Ils peuvent avoir 10 ans, ils les prennent de tous âges, les orphelins. Puis rendus à 18 ans, avec la collaboration du ministère de l'Agriculture, ils leur procurent un lot pour se partir une ferme. Fait qu'il y en a plusieurs de ces orphelins-là qui ont des fermes dans le secteur. Il y en a une dans le coin chez Gaston Morin. Il y en a à Albanel, il y en a à Gérardville, il y en a un peu partout, pas loin dans la région. Ils sont mandatés par le ministère de l'Agriculture pour faire des expériences de sol. Fait que déjà, il y a des expériences de sol à Périboncourt dans ces années-là. C'est eux qui ont apporté la culture à grande échelle de la pomme de terre. Si on peut dire, c'est la première industrialisation de la pomme de terre. Les terres hautes pour la pomme de terre, car ce sont des terres de sable, puis les battures plus bas pour le foin et différentes cultures. Parce qu'eux autres, ils étaient dans le secteur de Beauvert, puis il y avait des grandes battures. Fait qu'ils utilisaient les battures. Puis ça, c'est un champ de pommes de terre. Fait que c'était quand même pas... c'était pas un jardin, comme on peut dire. Bon, Périboncourt, il a bénéficié des connaissances pour le développement agricole, mais aussi, ils ont fait bénéficier toute la province, parce qu'ils donnaient les expériences au ministère de l'Agriculture. Là, sur ce plan-là, on peut voir la Pointe-Taillon, le coin des Normands, c'est l'eau qu'ils avaient acheté. Après ça, au bout, à Beauvert, les frères de Saint-François-Régis, puis Brouet, les 2 lots qu'ils avaient achetés là. Ça nous donne une bonne idée, en tout cas. Puis après ça, il y avait, plus loin par là, les terres à Niquette puis à Gauthier qui étaient cultivées, là, qui se faisaient cultiver tranquillement. En passant, là, les frères de Saint-François-Régis, là, c'est eux autres qui ont défriché le chemin à partir du Petit Paris aller jusqu'à Beauvert pour lui donner un accès à la route, parce qu'eux autres, tout se faisait par l'eau, ils étaient sur la pointe à Beauvert. Puis durant ces années-là, les colons, ils produisent des pommes de terre sur le lot, là.
pour le besoin personnel, pour passer l'hiver. Il entrepose dans un coin, ou dans la cave, dans un coin qui est dans la terre, dans la cave. Là. Parfois, ils font des caveaux creusés dans la terre, à l'extérieur. Il y a des colons qui partent, puis d'autres qui arrivent. Ils cultivent de plus grandes parcelles de pommes de terre. Mais on est vraiment choyé à Péribonka. Au niveau des expertises, on est choyé parce qu'au début des années 30, il y a un monsieur Joseph Savard. Lui, il choisit de se lancer dans la culture de pommes de terre parce que les terres sablonneuses que l'on retrouve à Péribonka, ils ne favorisent pas les cultures traditionnelles. Mais c'est parfait pour la pomme de terre. Fait, lui, il a une perception moderne de la culture de pommes de terre. Ça, c'est en 1910. Belle machine pour récolter, sur patin, hein? Martial, toi, tu connais ça? En 1941, la ferme de M. Joseph Savard devient ferme expérimentale. Encore là, les expériences sur les pommes de terre profitent à Péribonka. C'est une station de démonstration. Ils travaillent sur les rendements. Ils expérimentent différentes variétés de pommes de terre et ils obtiennent des résultats impressionnants qui leur valent d'obtenir des distinctions régionales, provinciales et nationales. Là, on peut voir la récolte là, par saut. Puis ici, c'est une arracheuse. Ça a changé, mettons. C'est vraiment la modernisation de cette culture qui a fait avancer l'économie à partir de 1950. J'ai-tu passé mon temps? Avant de passer à Martial, j'aimerais vous conter comment les habitants de Péribonka se tenaient ensemble dans le cas de malheur. On peut appeler ça la corvée. Ça, c'est des statistiques de superficie de pommes de terre dans les années 31 et 61. Ça peut vous donner... Pendant que je vais raconter mon histoire, vous regardez ça. Alors, on est en 1951. Après la grand-messe, le curé Lucien Godreau, il a demandé aux paroissiens de participer à une corvée en allant arracher les patates chez M. Ludger Desbiens, car celui-ci était très malade à l'hôpital. Même si cette journée était consacrée à Dieu et au repos, il lui donnait la permission de travailler, car les patates pouvaient geler, vu le froid qui s'annonçait. Après dîner, de nombreux voisins et paroissiens, se servant de 2 arracheuses, ont sorti les patates du sol et en un rien de temps. À la brunante, la récolte était terminée et le fruit du labeur transporté dans la cave. Ça nous montre bien, ça c'est en 51. Fait que tous les paroissiens étaient venus aider. Ça, c'était mon grand-père. C'est pour ça que je connais l'histoire. C'est toute la participation, petite ou grande, des intervenants qui a fait que à Péribonka, le village est axé sur la pomme de terre. Je vais vous passer ça à Martial maintenant. Bonsoir tout le monde. Mes premiers souvenirs en agriculture, que ça remonte de mon enfance, c'est les chevaux. Avec les chevaux de mon grand-père, ça m'a marqué. C'est un de mes plus vieux souvenirs. Grand-papa Oscar, il venait faucher le foin à côté de la ferme où je restais. Puis ça, je ne sais pas pourquoi que ça m'a touché autant que ça. Les chevaux étaient mouillés, ils avaient une senteur. Puis après ça, il fallait qu'ils mettent de l'insecticide sur le cheval pour pas qu'il se fasse piquer. Tu sais. C'est drôle, c'est un de mes premiers souvenirs en agriculture. Puis après ça, plus tard, tu sais, les pommes de terre ne faisaient pas partie de notre vie encore dans ce temps-là, à cet âge-là, parce que ce qui nous touchait le plus, c'était toutes des fermes mixtes. Fait qu'on... Tout ce qui nous touchait, c'était tout le temps par rapport au côté laitier des fermes. Même si les fermes étaient mixtes, les premières images, tu sais, nous autres, dans ce temps-là, un champ de patates, ça ne nous touchait pas, tu sais, parce que ça n'avait pas grand vie pour nous autres. Ce qui nous touchait souvent, c'était les animaux, les chevaux,
Quand nos pères faisaient le foin, je me rappelle quand j'étais jeune, je devais avoir peut-être 5-6 ans, quand on allait chercher du foin avec on appelait ça faire des veillouches. Faire des veillouches, puis après ça, on allait chercher ben, c'est pas nous autres parce qu'on ne travaillait pas encore dans ce temps-là, mais on assistait tout le temps. On montait sa wagon, puis pendant qu'ils chargeaient le foin avec des chargeuses, tu sais, on regardait les opérations, puis tu sais, c'est ce qui nous touchait le plus. Tu sais. Après ça, c'est les animaux dans les étables, puis après ça, mais les fermes étaient un mix tout le temps. Tu sais, ils se produisaient des patates, mais tu sais, c'est tout le temps la production animale moi, au début de ma vie sur la ferme, c'est tout le temps les productions animales qui me touchaient le plus. Tu sais, même si se faisait tout le temps en parallèle une bonne production de pommes de terre. Fait que je me rappelle quand on déchargeait les voyages de foin lousse dans la grange, c'est là où j'ai chauffé le tracteur pour la première fois parce que dans ce temps-là, c'était du foin lousse, puis après ça, si on rentrait le foin dans la tasserie, puis je me rappelle, papa puis des engagés, ils piquaient une fourche à foin dans le voyage de foin lousse, puis nous autres, on était sur le tracteur dehors, puis là, quand la fourche était bien piquée dans le voyage de foin, là, il fallait tout le temps, là, le tracteur virait, on n'était pas vieux, là, on avait peut-être 5-6 ans, là, pour chauffer le tracteur, là. Fait que là, on entendait un cri, OK! Fait que là, il fallait mettre ça en petite, puis là, on tirait bien tranquillement, puis là, s'il y avait un timing, là, ça montait dans le plafond de la grange, puis là, ça repartait soit d'un bord ou sur l'autre, puis là, quand on entendait « wow », et là, il fallait peser sa cloche, parce que là, il ne fallait pas dépasser, parce que là, tu sais, ça aurait été grave, là. Fait que là, il tirait, il y avait une autre personne qui était entassée sur le voyage, puis quand il voyait que la bouchée de foin était à la bonne place, il tirait sur une corde, puis là, les crochets lâchaient, puis là, ça tombait dans le fanny. Ça tombait sur le fanny. Fait que là, c'est mes premiers souvenirs de l'agriculture, là. C'était tout le côté, les foins, mais en parallèle. Mais ça, on ne travaillait pas beaucoup au niveau des patates dans ce temps-là. Fait que des autres souvenirs que j'avais aussi, c'est que dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est toutes des grosses moissonneuses batteuses, puis je me rappelle, au début, c'était des moissonneuses. Aujourd'hui, on appelle ça des moissonneuses batteuses, mais avant, ça se faisait dans 2 opérations. Tu avais des moissonneuses, qu'eux autres, ça coupait l'avoine ou le blé ou l'orge, puis ça faisait ça faisait des gerbes, des gerbes. Puis là, on ramassait ça. Puis ça, j'ai participé, ça. J'étais assez grand dans ce temps-là, puis c'était pas lourd, ça, des gerbes. On faisait des quintaux. Ça, ils pouvaient laisser chasser ça quelque temps dans le champ, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de contrôle des mauvaises herbes. Ça fait qu'ils faisaient chasser les céréales qui n'étaient pas encore mûres et les mauvaises herbes qui étaient chassées, là. Puis là, dans une autre opération, là, il se faisait le battage, là, après ça. Ça, je me rappelle bien comme il faut, quand il venait la batteuse dans le cours. Ça, c'était une batteuse qui était louée, une Dion grise, en tôle grise. Gabi, tu dois te rappeler de ça comme il faut. Ça, c'est marqué dans ma tête. Ça, c'était une grosse machine. C'était un monstre qui rentrait dans le cours de la ferme. Puis ça te faisait de la poussière, en tout cas. Là, puis là, tu avais un armée de monde là, qui allait chercher les quintaux dans le champ. Puis il mettait ça dans la batteuse. Ça, c'était. Puis là, la part, il montait dans la grange. Puis là, tout le monde sortait sale de là. Puis ça, c'est des affaires qui m'ont... Après ça, la traite des vaches, l'arrivée de la première treilleuse. Ça, je me rappelle, quand papa avait acheté sa première treilleuse, c'était tout qu'un changement, ça. Tu pars de tirer les vaches à la main, puis après ça, c'est les premières treilleuses, là, ça fait un changement. C'était un gros changement pour ceux-là qui traillaient. Moi, je n'ai jamais vraiment tiré de vache à la main, là. Pas des grosses quantités, mais tu sais, ça, c'était... Après ça, j'ai assisté à l'épandage du fumier avec un vieil épandeur à coup de fer. Ça, je me rappelle comme il faut. Après ça, j'ai commencé à grandir. Puis là, j'ai vu la traite des vaches, les bidons de lait. Là, après ça, j'ai vu la fermeture de la laiterie du village, là, le début de la centralisation. Mettons le lait montant à Mistassini. Après ça, l'arrivée du plan conjoint des quotas dans le lait. C'est là que le changement, là,
c'est là que ça a changé beaucoup, là. C'est là que mon père a pris la décision de vendre des vaches parce que là, ça demandait trop d'investissement. Puis là, j'avais peut-être, là, c'était en 1967-68, là, j'étais rendu, j'avais 12, 13, 14 ans, là. Fait que là, c'est là que la spécialisation est arrivée. Là, mon père a vendu les vaches. Puis ça a été un gros changement parce que, c'était, tu sais, le lait, les vaches sur la ferme, ça emmenait de la nourriture, ça emmenait le lait, puis ça emmenait la nourriture, ça emmenait la viande, puis tu sais, ça emmenait un revenu régulier aussi au niveau des fermes. Puis ça a été une grosse décision pour... puis ça, toutes les fermes, tous les producteurs de Périmonca dans ce temps-là, ça a été une grosse décision à prendre parce que ça leur enlevait le revenu mensuel ou hebdomadaire. Là, toutes les semaines, là, tous les mois, il arrivait une paye de lait. Mais là, du jour au lendemain, là, quand tu t'en vas dans la pomme de terre, là, c'est un revenu, là, tu pouvais passer 6 mois, là, sans avoir de paye. Là. Tu sautais dans le vide là, à cette étape-là, mais par contre, tu ne pouvais pas. Puis là, le début de la mécanisation de la pomme de terre arrivait, tu ne pouvais pas monter ces deux productions-là de front. Ça demandait trop de capitaux. Puis dans ce temps-là, c'était difficile d'avoir c'est pas comme aujourd'hui, tu sais. Puis les producteurs avaient des connaissances, mais tu sais, c'était difficile. Fait que là, dans le même temps, dans l'espace de peut-être 7-8 ans, là, toutes les fermes de Péribonca ont délaissé le lait. Il y a quelques fermes qu'eux autres, ils ont lâché le lait pour s'en aller dans le bœuf de boucherie, mais au bout de 6, 7, 8 ans, là, tous les producteurs avaient lâché complètement le lait, puis complètement le bœuf, puis ça donnait exclusivement la production de pommes de terre, de la pomme de terre de table dans ce temps-là. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes, au cœur du plan économique du Québec.